considerând aceasta ca o Décembre 1989. La Roumanie renverse Nicolae Ceausescu. Ceausescu est l'un des nombreux dirigeants de l'Est renversés cette année-là. Mais le soulèvement ne tourne à la violence qu'en Roumanie. La haine, le désespoir d'un peuple poussé à la destruction se heurte à la police secrète du dictateur, la Securitate. Au bout de 24 heures, le peuple roumain a gagné la première bataille. Ceausescu n'aura pas le temps de se retirer dans le bunker situé sous les jardins de son palais. On se souviendra qu'il tentera de s'enfuir, qu'il se fera prendre et qu'il sera exécuté avec sa femme au terme d'un procès sommaire. Les images que vous allez voir proviennent des archives privées de Ceausescu. Aujourd'hui, en France, elles restaient inédites. Nicolae Ceausescu était richissime. Mais là, rien d'extraordinaire. Beaucoup de dirigeants dans le monde actuel vivent encore dans le luxe et leur pays dans la pauvreté. Ce mélange éclectique d'art, d'objets somptueux mais de mauvais goût, garnissait la demeure de l'homme qui a gravi tous les échelons, de l'apprenti cordonnier qu'il était au génie des Carpates qu'il devint. Officiellement, le couple tenait à ce que l'on sache qu'il aimait se promener dans la nature, à marcher parmi les arbres en fleurs au printemps. Les Ceausescu aimaient être photographiés avec leur personnel dévoué, mais qui était placé à une distance respectueuse. L'harmonie entre Nicolas et Elena était authentique. Les Ceausescu formaient un véritable tandem. Nicolas avait épousé très tôt la cause communiste. Courageux, il fut emprisonné plusieurs fois pour son comportement rebelle. Lorsque les communistes prirent le pouvoir en Roumanie, en 1946, il était déjà marié à Elena Petrescu. Elle avait en commun avec son mari des origines modestes. Ils élevèrent 3 enfants, 2 garçons et une fille. Très vite, Nicolas progressa dans la hiérarchie du Parti communiste. En 1965, il en devenait le populaire premier secrétaire. Les Roumains, qui nourrissaient une profonde antipathie pour l'Union soviétique, applaudirent sa promesse de suivre un itinéraire indépendant au sein du pacte de Varsovie. Les premiers désaccords au sein de cette famille idyllique passèrent inaperçus. Nicu, le plus jeune fils, qui avait un goût prononcé pour l'alcool et les femmes, demeura l'enfant bien-aimé. Il était le prince héritier désigné. Quant aux 2 autres enfants, ils tombèrent peu à peu en disgrâce. Zoya, la fille, rejoignit des cercles d'étudiants dissidents. Le fils aîné, Valentin, n'apparaît pas dans ces films. Il avait fait ses études à l'étranger et n'avait aucun goût pour le marxisme. Son mariage avec la fille de l'un des rivaux de son père fut la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais pour l'instant, Ceausescu a d'autres préoccupations. Il veut faire son entrée sur la scène internationale. Il rend d'abord visite au leader bulgare Zhivkov. Il ne le rencontre pas uniquement pour empêcher une trop grande amitié entre la Bulgarie et l'Union soviétique. Il est venu parce qu'il veut, lui aussi, être une star sur la scène étrangère et qu'il vient prendre quelques leçons d'un grand professionnel. Zhivkov, en effet, est un magistral organisateur de fêtes nationales consacrées, en vérité, au culte du pouvoir. Ceausescu apprendra la recette. Un bon dosage d'acclamations forcées et de spectacles folkloriques. Avec, et pour finir, et pour les intimes, une extraordinaire partie de chasse. Pourtant, Ceausescu parvient à atteindre quelques objectifs politiques. Il devient l'ami de Zhivkov
et espère l'empêcher de réaliser son rêve, incorporer la Bulgarie dans l'Union soviétique. Une fusion entre ces deux pays qui entourent la Roumanie risquerait de l'anéantir. Dès lors, les observateurs occidentaux lui témoignent un respect croissant pour son rôle qu'ils jugent indépendant au sein du bloc communiste. Ces archives cinématographiques montrent que la leçon a été bien apprise. Le cérémonial pour la visite de Živkov en Roumanie copie celui de Ceausescu en Bulgarie. Bien qu'il y ait une différence notable, l'invité d'honneur est cette fois relégué à un rôle de faire-valoir. Ceausescu lui-même descend du train le premier, et lorsque Živkov reçoit les acclamations du groupe d'accueil, Ceausescu le tire par la manche avec impatience. En dehors de ça, la mise en scène est quasiment identique à celle de Živkov. Folklore, acclamation et tout le reste. Mais l'élève essaiera de dépasser son maître. Ceausescu doit tout faire à une plus grande échelle. Un plus grand nombre de figurants pour les acclamations et un cortège considérablement plus long. La partie de chasse également doit avoir plus d'envergure. La Roumanie se moque des faisans et des lapins. Elle a des ours à offrir. Le butin de cette chasse laisse croire que les ours étaient un gibier abondant en Roumanie. Ce n'était pas le cas. La chasse pour ces trophées était strictement réglementée. Ceausescu va exploiter cette chasse avec frénésie, sans oublier la traditionnelle initiation des débutants. Ainsi, il administre avec bonhomie la rituelle correction. La visite de Živkov fut considérée comme un grand succès. Ceausescu réussit brillamment sa somptueuse première mise en scène. Même le groupe d'accueil à la gare a l'air pimpant, malgré une journée entière d'attente. À l'occasion de son 50e anniversaire, en janvier 1968, Ceausescu amassa un nombre de cadeaux considérable. Fini l'époque des petites affaires familiales. Il reçut des dizaines de sacs de lettres d'admirateurs et des camions entiers de colis. Sa demeure ressemblait à une chambre du trésor. On fit croire à la population que les cadeaux les plus précieux seraient exposés dans un musée spécial. En fait, le musée ne reçut que les rebuts d'Elena, conservateur zélé du nouveau patrimoine Ceausescu. Leurs anniversaires devinrent des événements nationaux. Mais Nicolas dut bien vite se débarrasser de ses principaux rivaux. Les films de son 50e anniversaire fournissent quelques-unes des dernières images de l'ancien président Stoïka. C'est l'homme chauve. Il a déjà perdu son travail en raison d'allusions à son alcoolisme. Puis Ceausescu ordonnera à la Securitate de fournir la preuve qu'il fut plus qu'amical avec l'une de ses nièces. Stoïka finira par se suicider. Les préparatifs pour les dîners d'anniversaire de la famille furent également filmés. On peut remarquer que la cuisine est parsemée de tapis persans. Toute la famille est réunie. La mère et le père de Nicolas sont venus de leur lointain village, situé dans le sud de la Roumanie. La mère d'Elena est également présente, ainsi que toute une ribambelle de neveux et de nièces. Parce que le grand-père Ondrouza était un alcoolique notoire, Elena ordonnera la fermeture de plusieurs pubs de son quartier. Elle fera de même pour 2 discothèques de Bucarest qui laissèrent son fils Nicu abuser de l'alcool. Bien qu'installée avec faste, la fête paraît véritablement conviviale. Et comme dans toutes les familles, on se quittera satisfait et heureux.
Les parties de chasse de Ceausescu, filmées en abondance, nécessitent de plus en plus de personnel et des oiseaux élevés tout spécialement. Mais si Ceausescu jouit d'une richesse infinie, il demeure néanmoins obsédé par le pouvoir. Et ce chasseur invétéré ne reculera devant rien pour le conserver. Il restructure sa police secrète autour d'un noyau de démunis dont il achète la fidélité grâce à de nombreux privilèges. L'un après l'autre, les rivaux potentiels doivent débarrasser le terrain. Le Premier ministre, Maurer, ne chassera plus le faisan avec Ceausescu. Sa récompense pour avoir porté le cordonnier au pouvoir sera un tissu de mensonges qui l'obligeront à prendre sa retraite. Cette villa, située à Znagov, était la retraite préférée des Ceausescu. Ils collectionnaient manoirs et pavillons. À l'apogée de leur pouvoir, ils possédaient une demi-douzaine de résidences officielles et quelques 40 résidences secondaires. Le leader roumain, qui se prenait pour un botaniste, appelait les pissenlits des pets de cochons, ce qui ne manquait jamais d'amuser Elena. Beaucoup de leurs demeures n'avaient qu'un seul gardien, à qui l'on demandait l'impossible chaque fois que le clan Ceausescu envahissait les lieux. Mais les manoirs plus vastes, comme celui de Znagov, disposaient d'un personnel complet. Ils servaient à accueillir les invités de haut rang, tels que le président Nixon, ou bien même le Premier ministre Manescu. À la table officielle, les bonnes manières n'étaient pas une priorité. Les relations entre Ceausescu et sa fille Zoa étaient encore à cette époque relativement bonnes. Mais devenue étudiante à Bucarest, elle découvrira la réalité de la vie quotidienne roumaine. Elena ne s'occupe pas encore de politique. Elle est satisfaite de son rôle de première dame, du moins jusqu'à ce qu'une visite en Argentine en 1973 l'incite à prendre Isabelle Perón comme modèle. Nicolas était très attaché à Znagov, et les fermiers locaux bénéficiaient de sa confiance car il avait une peur pathologique d'être empoisonné par ses ennemis politiques. Il était toujours accompagné d'un spécialiste qui, à l'aide d'un petit labo portatif, devait tester tous ses repas. L'un des passe-temps favoris à Znagov était d'imposer un gage divertissant à ceux qui perdaient aux cartes. Il devait par exemple grimper dans un arbre, et le Premier ministre Manescu dut, lui aussi, se prêter à ce jeu. La famille aimait passer l'été dans les Carpates. Outre les parents, les amis politiques y étaient réquisitionnés. Les Ceausescu paraissaient très attachés à la campagne roumaine. Ils prétendaient y trouver leurs racines. Ces bons moments de détente étaient protégés des regards indiscrets. Lorsque les Ceausescu venaient dans la région, celle-ci était entièrement bouclée. À l'intérieur de cette enclave, Ceausescu était entouré d'un aéropage de courtisans dont le rôle était de donner à tout instant la meilleure image du chef de l'État. Responsable, magnanime, digne, protecteur, savant, ses vertus étaient infinies.
Ceausescu n'avait pas l'air particulièrement féroce, et pourtant, son pouvoir était impitoyable, sans partage. Contrairement aux apparences, il se méfiait de chacun. Il savait que son pouvoir dépendait de gens craintifs, mais motivés par leurs propres intérêts. Eux s'accrochaient à son pouvoir, et lui avait besoin d'eux pour le conserver. Contrairement à ce que l'on pensait à l'époque, il n'avait pas créé sa propre marque de communisme. Le travail avait été fait par son prédécesseur. Il utilisait ni plus ni moins les structures déjà existantes dans l'ensemble du monde communiste. La Roumanie allait bientôt connaître des années noires. Et déjà, le pays commençait à sombrer dans le chaos. À part son épouse, Ceausescu ne faisait confiance à personne. Son entourage et ses enfants eux-mêmes durent en faire les frais. Pour conserver son pouvoir, il détruisit un grand royaume, celui de l'enfance. Cette photo d'Anthony Suot est éloquente. À la fin des années 1960, Ceausescu commença à mettre en œuvre un vaste plan de développement industriel. Mais les conséquences furent catastrophiques. Un environnement magnifique et une agriculture riche furent en partie dévastés. Des structures sociales se disloquèrent. Nombre de paysans durent se résoudre à partir vivre dans les villes, à la recherche vaine d'un travail, d'une formation. Il y avait de moins en moins d'emplois, de plus en plus de revenus faibles et de plus en plus de bouches à nourrir. Il est vrai que pendant ce temps, le président et le clan sabraient le champagne et s'amusaient dans la neige. Le clan honorait son leader de servile flatterie. Ceausescu était le héros de tous les héros de la mère patrie. Il se considérait comme un dominateur des temps modernes, dans la lignée des aristocrates roumains qui, jadis, accomplirent de grandes actions. Il allait sans dire que le dominateur Ceausescu était le bienfaiteur suprême.
Le soulèvement de 1968 en Tchécoslovaquie offrit à Ceausescu l'occasion de consolider sa réputation en Roumanie et à l'étranger. Il refusa de s'associer au pacte de Varsovie pour écraser le mouvement. Vu de l'extérieur, cela ressemblait à un geste de défi héroïque. En fait, Ceausescu était de connivence avec le Kremlin. Leur stratagème trompa à la fois les Occidentaux et la Chine, qui allaient désormais considérer la Roumanie comme un allié et lui donner accès à des renseignements précieux. Dès 1969, Richard Nixon se rendit à Bucarest. Et en 1971, Ceausescu fit une visite à Pékin. Il fut plus que sensible aux honneurs que lui accorda la Chine communiste. Il n'oubliera jamais ces démonstrations grandioses de l'adulation des masses. Il y avait, là encore, beaucoup à apprendre. Tout était gigantesque. Là, sans ambiguïté, l'art était utilisé comme un instrument politique. Les artistes chinois devaient encourager le peuple à travailler mieux et à mieux se battre. La Corée du Nord, quant à elle, était encore plus enrégimentée. Toute la population et les artistes professionnels étaient réquisitionnés pour glorifier leur leader. Ceausescu fut impressionné, subjugué. Pour l'anniversaire de l'indépendance de la Roumanie, il sut démontrer qu'il avait été à bonne école. Plus les masses, contraintes, forcées, le vénéraient, plus il paraissait s'éloigner du peuple. Ceausescu importa également d'Asie la révolution culturelle. L'art devait être officiel et rendre compte de sa personne, ou, à la rigueur, faire preuve de nationalisme. Il obligea la population à faire de même. Il était désormais impossible de l'arrêter. Voulant faire mieux que ses modèles, il étendit le concept de révolution culturelle à l'économie roumaine. Son pays devait devenir un modèle d'autosuffisance industrielle. Tout, sans exception, devait être fabriqué en Roumanie. Des chaussures de tennis aux centrales nucléaires. Des sommes colossales furent investies dans des aciéries et des raffineries peu rentables. On demandait au peuple d'applaudir alors que les produits de base tels que le sucre et l'huile commençaient à manquer. Les réserves d'énergie commencèrent aussi à diminuer. Et pourtant, la plupart des gouvernements occidentaux continuaient à voir en Ceausescu un véritable franc-tireur. Le corps diplomatique considérait que c'était un privilège que d'être invité à sa partie de chasse annuelle. Mais la guerre froide avait sans doute troublé les esprits. Ceausescu et le Kremlin étaient assez satisfaits. Ils pouvaient continuer à jouer aux charades. Ceausescu conserva son rôle symbolique de frondeur face à la domination soviétique sur l'Europe de l'Est. Il ne cessa jamais de répéter qu'il n'avait pas sali ses bottes lorsque les soviétiques avaient posé les leurs sur le sol de la Tchécoslovaquie. De plus, il était le seul à continuer de refuser l'accès de son territoire à l'armée soviétique. Les Occidentaux le récompensaient en lui fournissant régulièrement des renseignements que Ceausescu transmettait tout aussi régulièrement à Moscou. Quelques diplomates avaient pris conscience
de la véritable personnalité de Ceausescu. Son dirigisme étouffait la vie culturelle. Dans la peinture, au théâtre, au cinéma, et même dans la pop musique, Ceausescu devait être porté au nu. Les chorales chantaient des cantiques à la gloire du plus grand dominateur roumain. L'admiration affectée par le clan de Ceausescu au génie des Carpates devait surprendre les observateurs étrangers. Les superlatifs abondaient. Un fleuve de pensée. Le grand timonier des troupes communistes. Les dirigeants du tiers-monde ont pour habitude de se présenter comme les prophètes d'un âge d'or. L'un des slogans favoris de Ceausescu était qu'il mènerait son peuple jusqu'au sommet de la plus haute montagne. Contrairement à ce que l'on prétend maintenant, les diplomates s'amusaient beaucoup lors de ces parties de chasse. Là, les invités étrangers attendaient sagement l'un derrière l'autre que Ceausescu administre la traditionnelle volée de bois vert. Au fil des ans, Elena prenait un rôle de plus en plus important. Avec pour seul bagage 4 années d'école élémentaire, elle découvrit non pas l'intérêt des études, mais une passion dévorante à collectionner les diplômes. Elle décida de s'occuper de l'éducation, des sciences, ainsi que des affaires culturelles et spirituelles de son pays. Le chômage était impressionnant. L'industrie, l'agriculture étaient des secteurs gravement atteints. Ceausescu ordonna que l'on double les récoltes. Tâche impossible. Et pourtant, le président était fier de sa perspicacité. Il voulut que soient plantés 2 fois plus de semis par hectare. Les semis, trop nombreux, s'étouffèrent. Nicu, le fils bien-aimé, l'héritier, ne paraissait pas préoccupé par ces problèmes. Les privilèges des Ceausescu devenaient exorbitants. Un immense lac proche de leur manoir de Snagov fut interdit aux autres bateaux de plaisance. Hôtels et équipements des environs étaient exclusivement réservés à la Securitate et aux échelons supérieurs du parti. Les villages avoisinants furent rasés. Tout devait céder devant le bon plaisir du prince. Là, des enfants roumains surpris à nouveau par l'objectif d'Antoniscu. Les Ceausescu étaient accueillis avec faste dans le monde entier. Alors que la majorité des Roumains étaient prisonniers de leur pays, le prétendu rebelle au pacte de Varsovie avait atteint à l'extérieur la renommée politique à laquelle il avait toujours aspiré. Elena avait également la tête dans les étoiles. Elle se proclama fille la plus respectée et la plus adorée du peuple roumain. Les maires, les ministres, les présidents, les reines du monde entier les accueillaient.
Ceausescu portait un regard particulièrement attentif aux industries étrangères. Il adorait qu'on lui montre tous les nouveaux gadgets de la technologie. De retour chez lui, il se vantait d'avoir récupéré gratuitement des quantités de brevets étrangers au profit des Roumains. Dans sa logique, ils appartenaient au prolétariat. Mais Ceausescu ne visita jamais la moindre fabrique de chaussures. Il ne voulait pas qu'on lui rappelle ses débuts modestes. Son modèle restait la Corée du Nord. Et si le président Kim Il-sung avait un yacht, il en avait une réplique aussitôt, et si possible, plus spacieuse. Le drapeau roumain flottait sur ce vaste domaine personnel de Ceausescu. L'ambition d'Elena l'avait portée jusqu'au poste de Premier ministre adjoint. Mais elle n'avait guère de respect pour ces sujets qui, selon elle, ne méritaient pas un bienfaiteur de la qualité de son mari. Pour élever la Roumanie à un meilleur niveau, Ceausescu avait besoin du double de population. Son objectif était de la faire passer de 20 à 35 millions. La suppression des avortements et une loi obligeant chaque famille à élever 5 enfants devait hisser la Roumanie au rang de grande nation. Les Ceausescu possédaient un énorme stock de vêtements. Elena, parce qu'elle avait la manie des achats, et son mari, parce qu'il portait chaque vêtement rarement plus d'une fois. Nicolas prit cette habitude lorsque Fidel Castro soupçonna la CIA d'avoir enduit ses chaussures de poison. Pour éviter cela, il avait toujours 365 costumes en avance, rangés dans des sacs en plastique dans un entrepôt. À la fin de chaque journée, les vêtements utilisés étaient estampillés à l'encre rouge, puis brûlés. Ceausescu avait largement plus de vestes et de pantalons que d'amis et de collaborateurs dignes de confiance. Le président aurait eu besoin de véritables administrateurs pour sortir la Roumanie de la crise socio-économique. Mais tout fonctionnaire trop qualifié devenait à ses yeux un rival en puissance. Pour contrecarrer cela, il exilait les gens prétendument dangereux dans des ambassades lointaines, ou bien il s'arrangeait pour qu'ils meurent accidentellement. Ses réserves de talents nouveaux s'épuisèrent rapidement. Ainsi, il devait parfois nommer plusieurs personnes à un même poste. 6 ministres s'activaient dans le seul secteur industriel, mais lesquels utilisaient une grande partie de leur temps à se battre entre eux. La porte était ouverte au népotisme. Les puissants plaçaient leurs fils et leurs neveux. Une minorité de hauts responsables ne devait leur poste qu'à leur propre qualification. Ceausescu lui-même plaça plus de 40 membres de sa famille à des postes administratifs supérieurs. Les crédits n'étaient pas libérés en fonction de l'offre et de la demande, mais par favoritisme. La corruption infiltra toutes les couches sociales. La cour, entourant Ceausescu, devint complètement corrompue. La survie du régime dépendait du maintien d'un statu quo, du maintien de l'âge d'or de Ceausescu. Nicolas et Elena Ceausescu furent inséparables jusqu'à la fin. Elena aimait regarder les enregistrements fournis par la Securitat sur la vie privée des diplomates roumains et étrangers. Les héros de la vidéothèque de Ceausescu étaient différents. Il aimait le détective Kojak. Il collectionnait aussi les archives historiques. L'on a retrouvé le discours d'Hitler prononcé lors de l'ouverture des Jeux Olympiques de Berlin en 1936, que, paraît-il, il appréciait particulièrement.
À l'égal d'Hitler, Ceausescu faisait du troc. Il échangeait des gens contre de l'argent. La rançon exigée pour permettre à nombre de personnes d'émigrer était considérable. Mais Israël et l'Allemagne payèrent de bon gré. L'âge d'or de Ceausescu ne fut en fait doré que pour les Ceausescu. De l'autre côté de cette façade, de nombreux parents abandonnaient leurs nouveau-nés en espérant que les orphelinats leur donneraient de meilleures conditions d'existence. Les Ceausescu ne s'intéressaient guère à leurs enfants, Valentin et Zoya. Să-ți ajungă până în suflet și să-i stingă focul lui. Să nu mai știi de supărare. Quant à Nicu, le prince héritier, il fut promu ministre de la jeunesse. Il brigua également un poste au comité politique exécutif et il tenait une place de plus en plus grande dans l'Olympe du pouvoir. Ceausescu voulut une action d'éclat. Il décida de rembourser la dette extérieure de la Roumanie en un temps record. Il ordonna le remboursement immédiat de 15 milliards de dollars, ce qui impliquait l'exportation de produits réservés à la consommation intérieure. La chasse aux devises étrangères facilita les adoptions d'orphelins roumains par des familles étrangères. Les magasins étaient vides. Bien sûr, à l'exception de ceux qui offraient des ouvrages relatant les hauts faits du chef de l'État. Ces stocks-là étaient inépuisables. Les Ceausescu célébraient la nouvelle année. Dans le même temps, ils accordaient à une famille moyenne de 7 personnes une ration de 5 œufs et de 50 grammes de beurre par mois. Les produits à base de soja remplacèrent les produits laitiers traditionnels. Mais ils causaient des maux d'estomac et furent finalement déclarés impropres à la consommation. Face à leur réseau infaillible d'informateurs, les patrons de la Securitat portaient un toast au régime. Seuls les plus téméraires des dissidents osaient s'exprimer. Au début des années 1980, les médias étrangers prirent enfin conscience de la réalité et de la crise roumaine. Des équipes de télévision réussirent à faire sortir du pays des images troublantes. Mais, au palais, malgré tout, la fête s'éternisait. De l'autre côté de leur porte dorée, le peuple roumain, impuissant, se résignait.
les rapports de Zoya avec ses parents s'étaient détériorés. Pendant ses études de mathématiques, elle avait observé les problèmes auxquels étaient confrontés les gens ordinaires. Les interminables files d'attente devant les magasins d'alimentation, à l'hôpital, où l'on trouvait 2 ou 3 patients par lit. Et lorsque Zoya apprit que des étudiants contestataires avaient été arrêtés par la Securitat, elle renia son nom de famille et demanda à ce qu'on l'appelle simplement Mademoiselle Zoya. Elle devint ainsi à son tour une rebelle. Sa mère tenta de lui trouver un fiancé convenable afin de la ramener dans le droit chemin, mais rien n'y fit. Alors, la Securitat fut chargée de la surveiller. Entre-temps, la presse internationale commençait à découvrir la réalité. Le ton des reportages et des éditoriaux s'était considérablement durci. Le leader roumain ordonna à la police secrète d'approvisionner une sélection de magasins qui serviraient de vitrine pour les journalistes étrangers. Mais on ne pouvait plus les tromper aussi facilement. En représailles, Ceausescu les fit expulser du pays. Les effets de cette campagne de presse hostile ne tardèrent pas à se faire sentir. Les diplomates occidentaux ne se rendirent pas au défilé de 1984 pour la fête de l'indépendance. La réputation de Ceausescu commençait à s'ébrécher. Le défilé de 1984 marquait le 40e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce fut une cérémonie rigide, peu inspirée. Le moral des Roumains contrastait singulièrement avec la mise en scène grandiose de la commémoration de l'événement. Ceausescu savait admirablement combiner les préjugés raciaux et la peur d'une agression étrangère. À le croire, lui seul pouvait maintenir l'équilibre entre les Roumains et les Hongrois, entre les minorités allemandes et juives. Lui seul pouvait repousser les soviétiques. Enfin, seul, Nicolae Ceausescu pouvait sauvegarder l'avenir de la Roumanie. Au début, la Roumanie le croyait. Par la suite, la Securitat, à sa façon, sut entretenir cette psychose. Néanmoins, quelques lueurs de résistance existèrent. À la fin des années 1970, des mineurs rebelles lancèrent des pierres à Ceausescu. Il les calma avec de vagues promesses, mais il ordonna aussitôt à la Securitat d'étouffer le mouvement en arrêtant tous ses leaders. Lorsque Mikhaïl Gorbatchev prit le pouvoir, il convoqua Ceausescu au Kremlin. Pour maintenir dans de bonnes conditions le pacte de Varsovie, il ne voulait pas d'une bombe à retardement roumaine. Livide et humilié, Ceausescu se vanta plus tard d'avoir rétorqué à Gorbatchev qu'il devait d'abord balayer devant sa porte. Puis, le héros des Carpates poursuivit son itinéraire imprévisible. Dans le cadre de son plan, il fit raser des villages entiers pour en faire des terres cultivables. Les paysans étaient relogés dans des immeubles sans attrait. On se souviendra des images insupportables d'enfants atteints du sida. Sa fille, Zoya, puis son fils aîné, Valentin, tentèrent de lui parler, de lui expliquer les graves problèmes de la santé publique, mais ils furent éconduits. Valentin, d'ailleurs, figure à peine dans les archives de Ceausescu. La résidence de ses parents ne lui était ouverte que lorsque son père était absent.
Ceausescu était torturé par des phobies. Il avait autant peur de ses sujets qu'ils avaient peur de lui. Il était persuadé que le KGB contaminait ses ennemis par des radiations. Le contact humain le révulsait. Il confiait qu'il souffrait de douleurs constantes à la gorge, d'un grave diabète et aussi d'un cancer de la prostate. Ce fleuve de pensée aima toujours tirer sur des animaux grands et féroces. Mais les ours roumains ne l'attiraient plus. Il lui fallait des grizzlies, beaucoup plus gros. Un chargement fut expédié du Canada par avion. Tous les trophées de chasse revenaient à Ceausescu et à lui seul. La corruption avait gagné toute la classe dirigeante et rien ne pouvait être accompli sans s'adonner à cette pratique. La seule grande troupe communiste que Ceausescu conduisit jusqu'au haut sommet fut son propre clan. Puis il continua à tuer des animaux rares, protégés. Depuis les téléphériques, il tirait sur les chamois. Tous ces animaux devenaient des démons qu'il lui fallait abattre. Cette montagne de marbre devait être l'ultime demeure de Ceausescu. Plus de 20 000 soldats furent réquisitionnés pour sa construction. Les meilleurs artisans travaillèrent par centaines à ses décorations. Le coût était inchiffrable, quelques milliards de dollars. Le centre historique de Bucarest fut détruit en grande partie pour laisser la place au délire architectural de Ceausescu. Gigantesque bâtiment à la glorification d'un régime ubuesque, monstrueux. Décembre 1989, fin de l'histoire du héros de tous les héros de la mère patrie roumaine. Manifestări populare din București, considerând aceasta ca o ce? Nu mă, hă! Alo! 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 Liniște! Stai! Alo! Tovarăș! Tovarăș! Așezați-vă liniștiți!
Tophares!